De l'objet promotionnel et donc avec vous on saura tout sur la fabrication et la fourniture ainsi que le cours aussi de masques lavables certifiés puisque forcément avec la crise Covid vous avez dû réorienter votre activité, j'imagine. Donc on sera heureux aussi de connaître les difficultés que vous avez pu rencontrer et comment ça s'est passé pour donc vous réorienter. Et puis nous serons avec Salim Boulech. Bonjour Salim Boulech. Bonjour. Vous avez créé, alors avec vous on va parler des animaux et on va défendre les animaux, là on est ravis, car on va aussi parler du confinement et quelle a été la conséquence sur les animaux de ce confinement. Et vous avez monté votre start-up autour de l'animal puisque vous avez monté pabet.com qui est la première plateforme collaborative de garde d'animaux en France et en Belgique. Donc on saura tout sur comment vous est venue cette idée et comment ça s'est passé. Mais comme d'habitude, tout de suite, l'info du jour. Alors, Georges Siffredi a été élu président du département des Hauts-de-Seine après en avoir assuré l'intérim suite au décès malencontreux de Patrick Devedjian des suites du Covid-19. Il assurait l'intérim comme président déjà du conseil départemental des Hauts-de-Seine et il a été élu officiellement hier. Il est maire de Châtenay-Malabry. Avec sa liste Bien vivre notre ville, il a été élu au premier tour avec 67,5% des suffrages en mars dernier. Il est aussi vice-président de la métropole du Grand Paris et de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris. J'ai parfaitement conscience que nous ne pouvons pas faire simplement comme avant, a-t-il dit hier, d'autant qu'à cette crise sanitaire s'ajoute la perspective d'une crise économique et sociale sans précédent. Notre département aura un rôle majeur à jouer. Il faudra donc décupler nos forces et mettre l'accent sur deux priorités, les solidarités et la relance économique, a-t-il déclaré donc hier. Marie-Christine Cavecchi, présidente du département du Val-d'Oise, salue son élection. Je sais l'estime qu'il portait à son prédécesseur, a-t-elle dit. Patrick Devedjian, que j'admirais moi-même pour ses qualités de gestionnaire et de visionnaire. Et je ne doute pas que Georges Siffredi saura lui aussi faire preuve dans le projet qu'il portera pour son territoire. Et dans l'attente, nous travaillerons ensemble pour faire avancer nos départements. Je lui souhaite une excellente prise de fonction et une pleine réussite. Autre information du jour, Édouard Philippe a promis que le quotidien des personnels soignants à l'hôpital changera dans les tout prochains mois, en précisant que la question du temps de travail n'était pas un tabou et en réaffirmant que la revalorisation des salaires sera significative à l'occasion de l'ouverture hier du Ségur de la santé. C'est une vaste concertation sur l'avenir du système des soins qui doit aboutir en juillet et permettre de remettre à plat notre système de santé éprouvé après de longues semaines de lutte contre le coronavirus. Édouard Philippe a souligné que cette concertation générale entre gouvernement et partenaires sociaux débouchera sur des décisions en juillet, tout comme justement le montant de la revalorisation des salaires. La reconnaissance envers les soignants est immense dans notre pays et elle se traduira, le président l'a dit, dans les rémunérations, a-t-il confirmé. Il a fixé 5 axes pour la concertation qui se déroule sous l'égide de l'ancienne dirigeante de la CFDT, Nicole Notat, reconnaissance pour nos soignants, investissement massif, agilité retrouvée, organisation territoriale et modernisation par le numérique. Autre info du jour, c'est Korian, le groupe qui possède 360 résidences seniors, EHPAD et cliniques en France, qui a décidé d'aller au-delà des primes annoncées par le gouvernement en versant une prime unique d'un montant de 1 500 €, quelle que soit la zone, à tous ses salariés ayant eu une présence effective au cours de la crise et présent dans l'entreprise au moment du versement. Cette prime sera versée début juillet. L'entreprise rappelle qu'il sera versé le 29 mai prochain au titre de la participation de l'année 19, un montant moyen par salarié de 585 €. Le 8 mai, le gouvernement avait annoncé un dispositif de prime, je vous rappelle, allant de 500 à 1 500 € pour les établissements médico-sociaux et sanitaires dans 40 des départements les plus touchés par l'épidémie. Alors, autre information du jour, toujours coronavirus, les entreprises assureront 15% du coût du chômage partiel dès le 1er juin. C'est très important ce que je vous dis là. Donc, ça fait suite aux informations dont je vous faisais part la semaine dernière. C'est annoncé par le ministère du Travail. La prise en charge de cette indemnité par l'État et l'UNEDIC sera de 85%
de l'indemnité versée aux salariés dans la limite inchangée de 4,5 SMIC, annonce donc le ministère hier. Au 1er juin, donc, les conditions de prise en charge de l'indemnité d'activité partielle vont être revues. C'est à noter pour vous, les entreprises. Et vous serez ainsi remboursé de 60% du salaire brut au lieu de 70% précédemment, sauf les secteurs bien sûr faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de cette crise sanitaire. Et les entreprises dans les secteurs les plus touchés continueront bien sûr à bénéficier d'une prise en charge à 100%. Cette mesure sera mise en œuvre par décret. En adaptant l'activité partielle en fonction du secteur, l'exécutif entend encourager la reprise d'activité, bien sûr. Je vous signale que ça concerne à peu près 8 millions de salariés. Autre information du jour, c'est Bernard Arnault qui vient au soutien de Lagardère après Vincent Bolloré qui a pris presque 16,50% du capital donc des entreprises Lagardère et de Marc Ladret de la Charrière. C'est au tour de Bernard Arnault, PDG du géant français du luxe LVMH, de voler au secours d'Arnaud Lagardère en prenant donc 25% de la société LCM Lagardère Capital et Management, le holding de la famille. Vivendi est pour sa part monté à 16,5% d'investissement en devenant le second actionnaire du tour de table. Ce rapprochement va permettre de renforcer la structure et les capacités financières de LCM, est-il indiqué dans un communiqué commun. L'opération intervient moins d'un mois après une assemblée générale à haut risque pour la gestion d'Arnaud Lagardère qui est très contestée par le britannique Amber Capital, devenu son premier actionnaire avec 18% du capital. Le fonds Amber Capital, qui souhaitait renouveler le conseil de surveillance et revoir la structure du groupe, a donc échoué à faire approuver ces résolutions. Arnaud Lagardère a rallié le soutien de plusieurs figures du monde politique, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il est confronté à un lourd endettement personnel et il est propriétaire de la maison d'édition Hachette, je vous rappelle, comme des boutiques d'aéroport ou encore de la radio Europe 1. Et donc fait face à une chute des revenus provoquée, comme tout le monde, par la crise du coronavirus. L'opération, ce qui se fera par une augmentation de capital d'achat de titres, atteindra un montant de moins de 100 millions d'euros. À noter que le Qatar est également le troisième actionnaire du groupe. Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, s'intéresse à la 5G, mais il a plaidé pour un report à fin 2020 ou début 2021 des enchères pour les fréquences en 5G. Eh bien, les autorités prévoient de tenir en juillet ou en septembre ces enchères qui auraient donc dû avoir lieu au printemps. L'ARCEP précise n'avoir reçu aucune demande officielle de Bouygues Télécom. Autre information importante aujourd'hui, eh bien, c'est Lufthansa qui vient de signer un accord avec le gouvernement allemand pour un plan de sauvegarde de 9 milliards d'euros pour éviter la faillite. Cet accord prévoit que l'État devienne le premier actionnaire du groupe et garantisse un prêt, bien sûr, géant. Ces mesures doivent encore être approuvées par la Commission européenne et par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et donc qui prévoit un crédit garanti par Berlin de 3 milliards d'euros et l'achat d'actions pour 300 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital et l'injection de fonds de 4,7 milliards d'euros sans droit de vote. Détaille Lufthansa dans un communiqué. L'État obtiendrait donc 2 sièges au conseil de surveillance de Lufthansa qui serait bien sûr interdit de verser des dividendes aux actionnaires. Pour l'exercice 2019, Lufthansa avait déjà suspendu la rémunération de ses actionnaires pour assurer sa solvabilité. Et actuellement, près de 700 des 760 avions du groupe sont cloués au sol. Et en avril, Lufthansa a transporté quelques 3000 passagers contre 350 000 avant la crise. Au premier trimestre, la perte d'exploitation s'élevait à 1,2 milliard d'euros et devrait être encore pire, bien sûr, sur les 3 mois suivants. Et avec 4 milliards d'euros de liquidités début mai, une hémorragie d'1 million d'heures par heure, selon le PDG Carsten Spohr. Le temps presse, bien sûr, pour renflouer les caisses. Ça vous montre un petit peu, pourquoi je vous indique ces chiffres, c'est parce que ça vous montre un peu l'ampleur dans les compagnies aériennes par jour de perte d'activité. Et on comprend pourquoi les compagnies aériennes, on comprend mieux en tout cas pourquoi les compagnies aériennes demandent de l'aide, bien sûr, aux États. Elles ne peuvent pas faire autrement. Et elles demandent bien sûr de l'aide dans tous les pays où elles sont basées. En tout cas, c'est le cas pour Lufthansa. Pour terminer, 2 petites infos en bref.
Bayer aurait trouvé un accord avec 85 000 plaignants sur les 125 000 qui ont saisi la justice à propos du Roundup. Et enfin, Hertz, la marque très connue de location de voitures installée mondialement, eh bien, se place sous la protection des faillites aux États-Unis. Afin de se réorganiser, l'entreprise emploie environ 38 000 personnes. Elle annonce une dette de 19 milliards de dollars, donc rendue insoutenable par le gel de ses activités, bien sûr liées au confinement. Donc on entendra un peu plus parler d'Hertz dans les prochains jours. Voilà, c'était les infos du jour. On va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes. Tu n'as pas donné le fichier? Non, il est dans le dossier du jour. Attends. Dans quel fichier? Le fichier du jour. Mais non, il n'y a pas 26. 26 au-dessus. C'est 20 et 25. Bah, attends, tu l'as pas mis, tout simplement. Alors, vas-y, dépêche-toi. Tu peux appeler madame la députée. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. C'est une clé USB? C'est une clé. Fais voir ta clé. Non, c'est un disque externe. Ah, bah non, c'est bon. Tu l'appelles à quel moment, la fille? Oui, c'est Cédric. Oui, vous pouvez rester en ligne, c'est IDFM. Je vous remercie beaucoup. Restez en ligne. Comment? Oui, vous baissez pour éviter les mauvais effets. Merci. À tout de suite. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Ouais. C'est pour les sourds, ça. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Salim Boulech et de Nicolas Wolf, et puis aussi en compagnie de Cécile Riac, députée du Val d'Oise. Bonjour Madame Riac. Vous êtes avec nous en direct et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous parlons confinement, déconfinement ensemble. Donc déjà, la gestion de la crise, est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'est difficile de prendre des décisions? Oui, c'est difficile de prendre des décisions parce que nous sommes dans un contexte inconnu. Personne au monde n'avait jamais connu cette telle situation, ce qui fait que le gouvernement a dû prendre des décisions au fur et à mesure en fonction des événements et sans avoir la possibilité d'un quelconque recul, d'une quelconque comparaison. Donc en ce sens, oui, c'est difficile parce que nous avons essayé d'anticiper certains événements et on a essayé de protéger au maximum nos concitoyens de ce virus. Et puis maintenant, nous voyons aussi une protection sociale qui avait été mise en place pendant ce confinement pour éviter une catastrophe économique aux sorties
du confinement. Alors, je sais bien que c'est pas si facile que ça de prendre des décisions, mais malgré tout, beaucoup d'auditeurs s'inquiètent et se demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiné finalement beaucoup plus tôt, alors qu'on avait les exemples de pays asiatiques et qu'on a vu ce qui se passait. Est-ce que le bon sens, finalement, on n'aurait pas pu, par exemple, fermer les frontières bien avant? Qu'en pensez-vous, Cécile Riac? Maintenant, c'est facile. Maintenant, c'est facile de le dire. Moi, je me rappelle très bien, lorsqu'on est arrivé en février, fin février, on avait en effet des chiffres venant de Chine, mais je vous rappelle qu'on avait quelque chose comme seulement 4000 morts en Chine par rapport à la population totale. Donc, c'était quelque chose qui ne paraissait pas tellement énorme. Donc, les informations, on les a eues au compte-gouttes et on a pris des décisions au compte-gouttes. Là où ça a commencé à devenir critique, c'est lorsque le virus est arrivé à nos frontières en Italie, et où là on a eu presque au jour le jour, on s'est aperçu au jour le jour des conséquences du virus. Et c'est à ce moment-là où les décisions drastiques ont été prises. Parce que entre ce qui sortait, les informations qui venaient de Chine en janvier, et les informations que nous avons reçues en février de notre pays voisin, l'Italie, c'est vrai qu'il a fallu complètement accélérer les décisions. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on aurait dû confiner plus tôt. Une chose est sûre, c'est que le confinement a été une bonne chose pour protéger nos concitoyens. Maintenant, on va continuer à aller de l'avant. On ne va pas regarder en arrière. On va essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour nos concitoyens. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, vous voulez dire finalement que la prise de, personne ne pensait que la crise sanitaire serait d'une telle ampleur. En fait, c'est ça que vous voulez dire finalement. Oui, on n'avait pas, en effet, peut-être anticipé une telle propagation du virus, une telle dangerosité du virus, et oui, et puis je crois aussi son degré de propagation. D'attaque. Il a vraiment fallu attendre que l'Italie soit touchée, c'est-à-dire que nous puissions avoir, comme je vous le disais, des chiffres quasiment quotidiennement, pour nous rendre compte que ce virus avait vraiment une propagation, mais énorme. Alors, allons de l'avant, comme vous avez dit, parlons du déconfinement. Donc là, on a bien sûr une crise économique sans précédent. En même temps, on parlera bien sûr ensemble de l'école, car vous êtes très attachés à l'enseignement, et pour cause, c'est votre métier. Est-ce que finalement, ce serait pas plus simple de réouvrir, par exemple, les hôtels et les restaurants, mais en incluant le port du masque obligatoire par la population? On le voit déjà avec la réouverture, la départ des jardins, des centres commerciaux. Il est extrêmement difficile de contraindre les personnes à porter le masque, à respecter les gestes barrières. Donc aujourd'hui, dans le milieu particulièrement de la restauration, c'est vrai que ça nous paraît encore difficile de pouvoir juguler et être certain que dans un restaurant où il y a vraiment des promiscuités, où il y a des échanges en fait aussi de matériel, puisque vous avec les assiettes, avec les plats, avec tout ça, donc autant de possibilités de transmission du virus. Donc il est préférable aujourd'hui d'ouvrir très progressivement les commerces. On voit très bien que certains petits commerces nous disent lorsque j'ouvre, en fait, je peux faire rentrer 4 clients à chaque fois si je respecte. Et c'est très difficile pour les commerçants, même ceux qui ont pu réouvrir. Donc, on attend. Je pense que c'est raisonnable, en effet, de ne pas encore tout à fait ouvrir les restaurants et les salles, on va dire, plutôt de loisirs. Donc, en fait, je reviens sur ce que vous venez de dire. Finalement, les Français ne sont pas assez respectueux de la loi et c'est difficile on ne peut pas mettre des amendes, évidemment, à tout le monde. Donc, c'est difficile de les obliger à respecter le port du masque. C'est pour ça que le gouvernement n'a pas voulu obliger le port du masque. C'est bien ça? Le port du masque, il est très conseillé, il est quand même obligatoire. À cette semaine, alors que nous ouvrons les collèges, il est obligatoire dans les collèges, il sera obligatoire dans les lycées s'il réouvre, il est obligatoire à l'hôpital. Donc, dans ces lieux fermés, vous voyez, il est obligatoire. Maintenant, si vous allez au restaurant avec le masque, comment est-ce que vous faites pour manger avec un masque sur le visage? Vous voyez, c'est ça toute la. C'est-à-dire qu'il a été rendu obligatoire là où on sait que le
Alors, nous avons une petite coupure. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un problème de liaison téléphonique. Je rappelle que nous sommes avec Cécile Riac, députée du Val d'Oise. On va voir si elle nous entend à nouveau. Cécile Riac, êtes-vous avec nous? Sinon, on va essayer de la rappeler. On va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes. Vous êtes sur IDFM, Radio Anglais, la radio du bien-être. So close to you right now. Je vais l'appeler avec mon portable. Non, mais non, ça vient pas d'ici, ça vient d'elle. Oh. Est-ce qu'elle a une... Attends, je vais lui demander si... Tiens, redonne-moi le numéro de téléphone. C'est pour ça que j'aime pas les interviews téléphoniques. Ouais, c'est... Est-ce que c'est bon? Oui, bonjour. Les aléas du direct. Bon, bah écoutez, on repart. On reprend tout de suite. Hein. C'est reparti. Non, justement, mais c'est bon, elle va reprendre. Non, c'est bon. Merci. C'est compliqué. Cécile Riac, est-ce que vous m'entendez cette fois? Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes députée du Val d'Oise. On a eu une petite panne de téléphone, ça arrive, c'est ça les aléas du direct malheureusement. On doit donc, c'est pourquoi je préfère effectivement quand les invités viennent en studio en direct, mais ce sont les aléas de la pandémie. Et merci en tout cas d'être avec nous par téléphone. Alors parlons du déconfinement et parlons plutôt du retour à l'école pour une certaine catégorie de population, notamment ceux qui travaillent et puis dans les zones plus défavorisées, pour éviter, j'imagine, le décrochage scolaire. C'est pour ça, Cécile Riac? C'est en effet l'un des objectifs que le gouvernement s'était fixé, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants qui soient le plus en difficulté scolaire puissent retourner à l'école, avoir une relation de nouveau avec leurs enseignants, une relation sociale, une relation directe, parce qu'on s'est aperçu pendant ce confinement, élèves étant en école scolaire, que sans aucune autonomie, les enfants n'étant pas autonomes, et ce sont les parents qui se sont retrouvés à faire l'école à la maison. Donc, malgré l'ingéniosité de bon nombre d'enseignants, c'est quand même les parents qui ont dû faire la classe, et là les inégalités se sont quand même aussi creusées, parce que lorsque vous avez un enfant en difficulté scolaire, lorsque vous êtes son parent et que vous n'avez pas été formé à l'acte pédagogique, à savoir je dirais exprimer, réexpliquer les choses, reprendre les exercices, et votre enfant, avec la meilleure volonté du monde, il a du mal à suivre. Et c'est surtout pour ces enfants-là où l'école, c'est important qu'ils retrouvent le chemin de l'école. Et malheureusement, on s'aperçoit depuis le 11 mai, la reprise des cours, que ce ne sont pas les élèves qu'on aurait voulu voir reprendre le chemin de l'école qui sont à l'école. Aujourd'hui, on a beaucoup plus... les écoles sont fréquentées par des personnes qui étaient en capacité de faire suivre la scolarité de leurs enfants. Donc on espère qu'au mois de juin, les familles vont renvoyer les enfants à l'école, surtout lorsque à la maison, les conditions ne sont pas réunies pour avoir un bon suivi de la scolarité. Alors, est-ce qu'on a un petit peu une idée des chiffres, en particulier pour le Val d'Oise, puisque vous êtes député du Val d'Oise? On a sur le Val d'Oise, alors on va dire toutes catégories confondues. Hein. Nous, on ne va pas parler de décrocheurs, mais on préférait parler d'enfants injoignables. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc on a à peu près une quinzaine de pourcents de l'école maternelle au lycée. Donc d'enfants dont on n'a plus du tout de nouvelles, c'est-à-dire où les enseignants n'ont pas de réponse au téléphone, où il n'y a pas de réponse au mail. Voilà. Est-ce qu'on peut...
Est-ce qu'on peut, alors vous appelez ça les injoignables, on a bien compris. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une collaboration entre les mairies, éventuellement, qui peuvent déléguer peut-être quelqu'un pour carrément aller rencontrer les familles? Est-ce que là, il n'y a pas un travail à faire avec les mairies, avec les maires? Alors certaines municipalités, lorsqu'on parle de l'école primaire, c'est ce qui a été mis en place dans certaines communes où les directeurs et les directrices d'école, en lien avec les élus locaux, souvent ceux qui sont en charge de l'éducation, ont essayé de recontacter le plus de familles possible. Et c'est d'ailleurs à l'école primaire où on a le moins d'injoignables maintenant. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de familles où les enfants sont injoignables, et dans ces cas-là, on s'appuie aussi par exemple sur les CCAS, pour voir si toutes les familles qui bénéficiaient d'aide, elles continuent et les enfants on leur a proposé en tout cas de pouvoir rentrer à l'école. Et puis après, il y a toute l'aide sociale à l'enfance qui peut être saisie pour aller vérifier au domicile comment s'est passé ce confinement. Alors par contre, pour d'autres enfants, on a vu beaucoup de connexions et finalement de l'école à la maison via l'internet, les tablettes ou l'ordinateur. Est-ce que finalement c'est une pratique que vous pensez qui plaît et qui pourrait rentrer dans les mœurs? Je pense qu'il y a eu des véritables découvertes, que ce soit des parents, des élèves et de leurs enseignants. On s'est rendu compte que le numérique pouvait en effet être un formidable vecteur pour l'apprentissage. Moi, je trouve aussi ce que France 4, France Télévisions a mis en place via l'UNI, ce sont vraiment des programmes interactifs, éducatifs d'une très grande qualité. Ça n'existait pas avant. Et d'ailleurs, France 4 alors, on devait faire la chaîne France 4 va rester avec ces nouveaux programmes éducatifs qui ont montré leur efficacité. Parce que là, justement, ils ont été en capacité de faire des programmes interactifs très adaptés à la population d'élèves visés. Donc oui, je pense que ça va transformer certaines pratiques, mais on voit aussi très bien que le numérique ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que l'école à la maison, elle a vraiment des grandes limites, et particulièrement tout ce qui est les relations sociales directes. On voit bien que là, c'est difficile, je ne sais pas vous, mais moi à la maison, j'ai une collégienne et un lycéen, et je sais très bien que contacter leurs copains, être avec eux, ça commence vraiment à les peser. Même s'ils peuvent chatter, même si avec tous les réseaux sociaux, ils arrivent à rester en contact, mais le fait de ne pas se voir, c'est quand même problématique à un moment. Bien sûr, on voit bien que pour les enfants, enfin les jeunes et les enfants, c'est difficile d'être éloignés de leurs copains. Par contre, vous avez parlé de France 4, effectivement, il y a eu une réorganisation complète de la chaîne pour proposer des programmes apprenants, mais pas que, il y a aussi sur Arte énormément de magnifiques documentaires, ça s'appelait d'ailleurs, il y avait le petit logo Nation Apprenante. Là aussi, c'est une manière de faire apprendre des choses. Finalement, grâce à ça, la télé peut-être revient dans les mœurs des plus jeunes qui avaient l'habitude de regarder beaucoup sur téléphone et sur tablette tout ce qui se passe sur l'Internet. Oui, moi c'est ce que je trouve d'assez formidable dans ce confinement, c'est qu'on a retrouvé l'usage du poste de télévision, comme moi quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que c'était un moment qu'on pouvait passer en famille, un moment convivial auquel on partageait justement des connaissances ou des savoirs. Parce que comme vous l'avez dit, sur Arte et puis même sur France 4, il y a eu des reportages, il y a eu des moments de culture, il y a eu des moments de musique, et puis il y a eu des moments d'enseignement, et qui fait que des parents, à certains moments, pu partager des choses avec leurs enfants et qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant. Donc oui, moi je trouve que ce sont des choses positives à conserver. Bon là, Cécile Riac, je rappelle que vous êtes députée du Val d'Oise. Personne ne pouvait imaginer une pandémie. On avait complètement oublié, même nos grands-parents, ce que c'était, puisque les dernières remontent à quand même dans les années 50. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette crise, et quelles sont les choses bénéfiques que vous voudriez voir garder pour le futur ? Les choses bénéfiques pour le futur, c'est l'énorme élan de solidarité spontanée que j'ai vu autour de moi. Moi, j'ai vu des associations, par exemple, de soutien scolaire chez moi, à Montigny-Cormeilles, où, comme ils avaient l'habitude de suivre leurs élèves, ils se sont rendus compte que ces familles-là avaient vraiment du mal à remplir le frigo. Et ils ont changé leur fusil d'épaule, et de soutien scolaire, ils sont passés à la distribution de colis alimentaires. Et ce sont des jeunes et ils ont vraiment
ils n'ont pas compté leur énergie pour aller chercher des invendus à Rungis, préparer les colis alimentaires, faire la distribution. Je vois des collectivités locales qui spontanément ont mis à disposition de leur population des repas. Là, je pense à Montigny-les-Cormeilles qui spontanément a livré des repas aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, en mobilité réduite. Des maires qui ont fourni des masques en tissu, des voisins qui, sachant que leur voisin était une personne âgée, donc vulnérable, spontanément, d'aller lui dire vous sortez pas, je fais vos courses. Voilà. Cette élan de solidarité, on s'exploiterait peut-être les uns chez nous, mais on a quand même eu un regard sur nos voisins, nos voisines, et sur ceux qui étaient le plus vulnérables par rapport à cette pandémie. Et ça, j'aimerais qu'on puisse le conserver. On en parlait tout à l'heure, le formidable usage positif du numérique. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Et je trouve aussi que le télétravail, la mise en place du télétravail, alors c'est quelque chose qui paraissait peut-être complètement aberrant avant, et les personnes qui ont été contraintes de faire du télétravail se sont aperçues que ça permettait une autre organisation à la maison. Et moi, je sais que j'ai des parents qui reconnaissent que ça leur a permis d'être plus proches de leurs enfants, de réorganiser une vie familiale peut-être différente qu'ils n'avaient pas envisagé jusqu'à présent. Ça, ce sont je pense, des choses assez positives. Donc, je répète ce que vous venez de dire, Cécile Riac. Je rappelle que vous êtes députée du Val d'Oise. Donc, ce qu'on peut retenir de positif et qu'il faut garder finalement pour le futur, c'est le télétravail, le numérique, la solidarité et puis peut-être aussi le consommer finalement proche de chez soi. Ah, très important. Non seulement consommer proche de chez soi, mais aussi peut-être consommer d'une manière plus modérée, c'est-à-dire plus raisonnable. Bien qu'on s'est aperçu qu'en effet, on n'était pas obligé d'aller faire des magasins tous les week-ends ou tous les mercredis pour acheter des produits dont on se séparait 15 jours, un mois après. Donc, par rapport à notre consommation, oui, alimentation, des circuits beaucoup plus courts, peut-être un peu plus de bio ou moi, je sais que beaucoup de petits maraîchers faisaient les tournées de chez nous, et ça permettait en effet de consommer des produits frais. Je vous parlais tout à l'heure d'une association à Montigny, c'était ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils allaient récupérer en effet les produits, les légumes et les fruits pour en faire des cagettes alimentaires, justement, parce que les agriculteurs ne pouvaient pas les vendre en nombre suffisant. Donc voilà, un meilleur consommé, vous avez raison. Merci en tout cas Cécile Riac pour toutes ces bonnes pratiques qu'on espère qu'on gardera pour le futur. Et puis si vous êtes en contact avec cette association, eh bien envoyez-la nous, on sera ravis de l'accueillir au bar de l'économie. On vous souhaite une très belle journée Cécile Riac et à bientôt. Voilà, nous sommes toujours en compagnie au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin, de Cécile Riac, députée du Val d'Oise, de Nicolas Wolf, donc pour l'entreprise Écurie des légendes, et de Salim Boulèche, qui a fondé pabette.com. Alors avant de leur passer la parole, je vous propose d'entendre ce que propose le professeur Gilbert Deray et ce qu'il pense à propos des vaccins. On est parti. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Bien sûr, moi je veux qu'une info. Boniface, c'est tout. Parmi les multiples leçons que nous allons devoir tirer de cette crise du coronavirus, il y a certainement pour le monde occidental une leçon de modestie. 5 minutes pour comprendre le Covid. Comme d'habitude, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. C'est un fichier MP4, c'est pas le même logo. On va parler des vaccins. Alors, je ne vais pas vous demander quand on aura un vaccin, ça personne ne peut le dire, mais on va parler des différentes pistes de recherche des vaccins, et on voit que les pistes s'élargissent. Alors, il y a les pistes traditionnelles de recherche, mais il y en a d'autres. Je voudrais qu'on les détaille ensemble. Alors, effectivement, évidemment, tout le monde souhaite qu'on ait un vaccin, ça serait une réponse à ce sur les pistes que nous avons en cours à l'heure actuelle, bon, il y a évidemment cette classique. Alors, cette classique, ça consiste à prendre un petit bout du virus, une partie de son ARN, et puis à fixer dessus un autre produit, à l'injecter chez quelqu'un pour que la personne chez qui on l'injecte reconnaisse ce bout de virus. Il n'est pas infecté puisque le virus n'est pas complet,
mais il va développer des anticorps. Et ensuite, si le virus complet, lui, s'introduit dans votre corps, eh bien, vous allez être capable de le reconnaître plus vite. Vous aurez des anticorps qui seront déjà produits, vous pourrez tuer le virus et empêcher que la maladie se développe. Ça, c'est la voie extrêmement classique. C'est la voie classique. Vous avez parlé de l'ARN. Alors, il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir. Modifier l'ARN. Absolument. Oui, et alors, vous pouvez aussi faire quelque chose. Ce qu'on ne fait jamais, c'est d'injecter le virus complètement dans la zone. Et en général, quand on réintroduit cette particule de virus, ce qu'on fait, c'est qu'on le modifie un petit peu. C'est-à-dire qu'on va mettre des séquences. Vous savez que l'ARN, c'est fait de séquences de 4 petites molécules. Eh bien, on va modifier un petit peu la séquence de cet ARN. Et on va modifier cette séquence pour 2 raisons. La première, c'est pour être sûr que l'ARN ne va pas être toxique, ne va pas réduire une réaction de notre immunité qui peut être toxique pour vous. Il y a une deuxième raison, c'est que ça va rendre cette séquence d'ARN plus immunogène, c'est-à-dire que votre réaction immunitaire va être plus importante. Donc ça, c'est une des voies de recherche pour essayer de trouver un vaccin. L'autre voie de recherche, c'est celle qui consiste à essayer d'identifier sur des bases gigantesques pourquoi certains patients répondent et pourquoi certains patients ne répondent pas. Vous savez que lorsque l'on est malade avec un virus ou même une bactérie, vous avez des personnes qui vont tuer le virus ou la bactérie en 2 heures, pas être malades, puis d'autres vont être décédées, parce que leur réaction immunitaire va être trop forte, parce qu'elles vont mal se défendre. Et en fait, toutes les données actuelles concernant les patients sont introduites dans des bases de données gigantesques qui essaient de trouver des profils. Et quand on aura trouvé ces profils, on essaiera d'identifier quel est le profil immunitaire de ces personnes. Et donc là, on a recours à l'intelligence artificielle. Absolument. Parce que quand vous introduisez des milliers et des dizaines de milliers de données, c'est pas l'humain qui va être capable de trouver quelles sont les particularités. C'est l'intelligence artificielle qui va être capable de regarder ces données, qui croisées vont faire en fait des millions de possibilités, et qui dans ces millions de possibilités vont identifier là ou les quelques possibilités qui nous permettent de trouver une voie thérapeutique. Alors, il y a une autre voie qu'on n'a pas encore évoquée, c'est le clonage des anticorps. Ces fameux anticorps donc, qui luttent contre le virus, on va essayer de les cloner pour en faire une drogue, c'est ça? Absolument. Pour un médicament, en fait. Absolument. Alors, on a eu un exemple récemment. Vous savez qu'il y a des patients sévères chez qui on a perfusé du plasma. Le plasma, c'est une partie du sang sans les cellules rouges, sans les cellules blanches, qui contenait des anticorps. Et d'où venaient ces anticorps? De personnes qui avaient été malades. Donc, en fait, ces personnes qui avaient été malades et qui avaient guéri, avaient développé des anticorps, on les a récupérés et on les a perfusés à ces patients. Et les premiers résultats sont encourageants. Mais évidemment, c'est une technique qui est franchement compliquée. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye en fait de récupérer ces anticorps, de les identifier et de ce que vous appelez cloner, c'est en fait d'en faire des millions, des millions, des millions. Et une fois qu'on en aura fait des millions, eh bien, on en fera un médicament. C'est ce qu'on appelle la biotechnologie. Et si ça marche, évidemment, ce serait un immense progrès, en particulier pour les patients graves. Alors, on voit que d'un côté, ça s'active terriblement pour chercher ce vaccin et dans toutes les directions. Et puis d'un autre côté, en quelques secondes, avant qu'on se quitte, l'échec de Discovery. Alors, Discovery, c'est un échec, mais en fait, Discovery, c'est un échec de l'Europe. Il n'y a pas d'Europe de la médecine, il n'y a pas d'Europe sanitaire. Et donc, Discovery, c'est pour l'instant 780 patients qui ont été inclus en France, 1 au Luxembourg, et les 3 000 autres patients qui devaient être inclus en Europe ne sont pas inclus. Merci pour toutes ces précisions et à très bientôt. Merci au professeur Gilbert Deray d'être avec nous pendant toute cette pandémie, crise Covid 2019. Et je vous propose tout de suite au bar de l'économie une petite promenade musicale et après place à nos 2 invités qui sont avec nous en studio. C'est Nicolas Wolf pour Écurie des légendes et Salim Boulèche pour pabet.com. Vous êtes bien sur IDFM 98, Radio Anguin. On y va? Vous allez faire après, quand on aura fini, on fera une pause musicale, vous changerez de place, parce que pour la vidéo. Ils avaient embarqué la moto avec nous. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Non. Non, mais je me suis dit, ça se trouve, il faut prendre tu sais,
le bac, et puis ils vont faire tomber le avec. Je sais pas, ça va faire un ballon, et puis. Ouais, ça aurait pu. Ouais, c'est pour ça que c'était tout près. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était pour les travaux? Ils enlèvent les pots. Je sais pas, c'est les arbustes là qui sont à l'épaule, les champs. Alors, ils avaient l'air très confiants. Ouais. On verra ça après. C'est ça en fait. On n'a pas parlé. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous avez entendu cette promenade musicale, c'est un son gratuit qui nous est envoyé par des artistes. Donc si vous voulez vous aussi qu'on publie vos sons, eh ben, écoutez, envoyez-les nous au bar de l'économie. On sera ravis de vous aider à faire découvrir vos musiques. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Cécile Riac, députée du Val d'Oise, de Salim Boulèche qui a fondé pabette.com et de Nicolas Wolf pour Écurie des légendes. Alors Nicolas Wolf, comment vous est venu ce très beau nom, Écurie des légendes, et pourquoi avoir monté votre entreprise il y a 10 ans? Alors c'est une vieille histoire en fait, parce que au sortir de mes études et du service militaire, donc je parle d'une époque très très lointaine, j'avais bien envie de créer une entreprise au retour de 6 mois au Canada, à Vancouver, où j'avais découvert cette liberté que peut procurer la libre entreprise. Puis en rentrant en France, ça m'a paru quand même un petit peu compliqué à mon jeune âge. Donc je me suis dit, je vais quand même aller travailler dans une grande entreprise, plutôt dans le sport, plutôt anglophone. J'ai eu la chance de trouver un poste chez Nike, où je suis resté 12 ans. Et donc j'ai un petit peu oublié. Donc 12 ans chez Nike, et au bout de 12 ans chez Nike, on se dit tant pis, je quitte et je crée mon entreprise. Voilà, alors parce que c'est quand même une marque mythique pour beaucoup de jeunes qui ont envie de travailler dans le sport. C'est totalement mythique, et c'était un grand bonheur de travailler chez Nike pendant 12 ans. Il se trouve simplement que j'ai fait un 3e cycle. Je suis retourné à l'école autour de 40 ans, alors que j'étais encore chez Nike, pour me former à nouveau. Et pendant ce cycle d'études que j'ai fait à l'Institut français de la mode, un projet d'entreprise est né, qui s'est appelé Costume Carbone. C'était un projet de marque de vêtements à l'attention des amateurs d'automobile. Et donc, pour répondre à votre question, Florence, dans la recherche d'un nom, on a fait un brainstorming un matin avec d'autres étudiants, et plusieurs noms sont sortis de notre chapeau. Costume Carbone a été gardé pour la marque de vêtements, et Écurie des légendes, qui est arrivé 2e sur la liste, s'est trouvé le nom de la société. Alors que faites-vous avec Écurie de légendes? Expliquez-nous. Alors ça a pas mal changé depuis 10 ans, parce que le projet de marque vendu dans les magasins à l'époque est né en fait sur les circuits automobiles. Notre première collection, nous les avons vendues sur des espaces de vente éphémères, sur les circuits. Donc en fait au départ, c'était toujours cette idée de rester dans le sport finalement. C'est pour ça que vous avez le mot écurie dans votre société. En fait, écurie, on l'utilise bien évidemment dans l'univers équestre, mais là c'est pas le propos, on l'utilise aussi dans les sports automobiles et les sports mécaniques d'une manière générale. Et une équipe, c'est une écurie. On parle de l'écurie Ferrari par exemple en Formule 1. Donc l'idée était effectivement de concevoir une marque de vêtements assez chic, mais avec un ADN qui soit proche du sport automobile. Et donc ça a plutôt bien fonctionné sur les circuits, mais on va dire pas suffisamment pour que ça naisse vraiment dans ce qu'on appelle le retail, et que ça puisse se vendre durablement à des particuliers. Et ce qui s'est passé en parallèle de notre évolution sur les circuits, c'est que des professionnels sont venus nous voir pour nous demander des productions sur mesure pour leur entreprise. Donc que ce soit pour l'écurie, pour l'organisation d'événements, pour des tenues officielles, ou pour n'importe quel type d'entreprise finalement, puisque le sport auto est quand même pratiqué souvent par des chefs d'entreprise. Et donc l'entreprise Costume Carbone a pris un virage vers ce qu'on appelle le B2B. Et donc aujourd'hui, 10 ans après, l'activité est 100% tournée vers la vente et la fabrication de vêtements pour les entreprises, pour les tenues officielles. Alors, quel type de vêtements fabriquez-vous si une entreprise, quels sont les types de clients qui vous téléphonent pour faire leurs propres vêtements? À quoi servent les vêtements que vous fabriquez?
Alors, la clientèle de Costume Carbone est toujours très ancrée dans l'univers automobile. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a à la fois des constructeurs et des organisateurs d'événements et des écuries de course auto. Donc, les demandes ne sont pas nécessairement les mêmes en fonction des clients. C'est-à-dire qu'un client comme Jaguar Land Rover va nous demander des chemises, par exemple, pour habiller des hôtes sur un grand salon. Et une écurie de sport auto va nous demander des polos, des t-shirts, des vestes pour les salariés de l'écurie et pour les clients qui vont venir pratiquer leur sport pendant toute une saison. Donc les produits ne vont pas forcément être les mêmes, ne vont pas suivre non plus forcément le même cycle de fabrication. Mais quel type de vêtements on demande? Des vestes, des chemises, des pantalons? Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Alors, on peut nous demander tout type de vêtements. Parce qu'à partir du moment où on sait faire une belle chemise et un pantalon de travail, on peut faire, on va dire, entre guillemets, tout type de vêtements. Donc on nous demande depuis le t-shirt qui va être un consommable pour des mécaniciens par exemple, jusqu'à de très belles chemises très personnalisées avec des couleurs à l'ADN de l'écurie ou de l'entreprise pour des cadres ou des commerciaux, en passant par du vêtement de travail avec des pantalons de travail, des vêtements fluo pour des gens qui vont travailler dehors dans des circonstances où la sécurité l'exige. Est-ce que pour la fabrication de vêtements, vous arrivez à travailler en Europe ou bien est-ce que vous êtes obligé de tout faire fabriquer en Asie? Alors, nous ne sommes pas obligés de tout faire fabriquer en Asie. Il se trouve que c'est un univers où la réactivité et le prix sont quand même prépondérants. Donc, on a vu un mouvement vers plus de qualité ces dernières années parce que les acheteurs se rendent compte qu'il vaut mieux investir dans un vêtement de qualité qui va durer longtemps parce que le logo qui sera brodé dessus sera visible également plus longtemps, le produit sera plus agréable à porter, donc les gens le porteront, donc l'investissement est meilleur. Toutefois, comme les clients ont besoin de produits souvent pour dans 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, il est bien évident qu'on doit s'appuyer sur des stocks qui existent en Europe, et ces stocks sont de produits fabriqués en Asie. Finalement, le client est très exigeant dans le délai, en fait. C'est ça que vous voulez dire, Nicolas Wolf? Oui, le client est souvent très exigeant dans le délai. Quand on s'adresse à des gens qui organisent des événements, les événements peuvent être planifiés 2-3 mois avant et on a un peu de temps pour s'occuper de faire fabriquer ou de concevoir le dossier habillement. Parfois, un événement est décidé dans un délai beaucoup plus court et on a besoin d'habiller 50, 100, 200 autres ou de donner un cadeau à des invités. Et là, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire fabriquer, c'est impossible. Donc on prend des produits existants sur des stocks, on les brode aux couleurs de l'annonceur. Alors, vous n'avez pas fini, vous n'avez pas répondu à ma question. Nicolas Wolf rappelle que vous dirigez Costume Carbone et Écurie de Légende. Où sont fabriqués ces vêtements que vous proposez? Les vêtements que l'on peut fournir dans un cycle très court sont tous fabriqués en Asie, à peu près sans exception. En revanche, quand on a le temps de se poser sur un dossier et qu'un client veut des produits beaucoup plus personnalisés, c'est-à-dire qui ne soient pas simplement des produits unis, blanc, noir, bleu marine, rouge, dans ce cas, on les fait fabriquer en usine et on les fait fabriquer en Turquie, au Portugal, parfois en France, mais également en Asie. En fait, tout dépend du cahier des charges du client. C'est-à-dire que si la quantité est très importante, si l'objectif de prix est très bas, ça reste encore difficile de les faire en Europe. Mais des solutions existent. Et c'est vrai que la Turquie en particulier, c'est un pays qui travaille très bien avec de très bons prix sur certains produits, pas sur tous les produits. Et le Portugal, je dirais, avec encore un niveau de qualité possible supérieur. L'Italie, qui est quand même très connue et qui fait des produits de très haute qualité, est-ce que là, vous n'avez pas cité le pays de l'Italie? Vous ne travaillez donc, on ne peut pas travailler avec les Italiens, ils sont trop versés vers le grand public? Non, je pense que c'est peut-être un hasard pour moi de ne pas avoir travaillé avec l'Italie.
Non, je n'ai pas vraiment de commentaire à faire. En fait, c'est vrai qu'il y a une proximité avec le Portugal qui est plus forte. Et l'industrie portugaise, ouais, enfin, peut-être même c'est pour moi une affinité en fait. Alors, on a bien compris que vous fabriquiez, Nicolas Wolf, avec Costume Carbone, des vêtements pour des entreprises sur mesure, on va dire, pour des opérations spécifiques. Donc, malheureusement, la pandémie est arrivée. Comment vous avez vécu cette pandémie? Que s'est-il passé pour vous? Est-ce que ça a été un arrêt brusque total d'un coup, ou bien il y a encore eu des commandes? Et comment vous êtes-vous adapté finalement à cette pandémie? Alors ça a été un gros coup sur la tête, hein, mais bon, j'apprendrai rien à personne, parce que je pense que pour beaucoup de gens ça a été le cas. Donc les 2 dernières semaines du mois de mars ont été assez compliquées, en discussion avec les clients, qui ont tous joué le jeu, et on a trouvé des accords pour annuler ce qui était annulable, pour conserver ce sur quoi on s'était déjà engagé. Et d'où l'importance d'avoir de bonnes relations avec ses fournisseurs et ses clients. Donc ce sont des annulations complètes ou ce sont des reports de commandes? Qu'est-ce que vous avez réussi à négocier? Alors ça a été négocié comme des reports de commandes, mais des reports sur lesquels on n'est pas encore vraiment fixé en termes de... On n'a pas de délai, c'est ça? Exactement. C'est une période sur laquelle je travaille justement beaucoup avec les écuries de course automobile. Tous les championnats ont été arrêtés, reportés. Pour le coup, certaines courses annulées, comme le Grand Prix de France de Formule 1, avec lequel j'étais en train de discuter, a été purement et simplement annulé, reporté à l'année prochaine. Donc, des discussions compliquées au mois de mars, et puis très vite, des discussions avec les usines, des usines qui fabriquaient en temps normal des chemises, des polos, des t-shirts, et qui se sont toutes mises à faire des masques en tissu lavables. Ce qui nous a permis de rebondir dès le mois d'avril en proposant à nos clients des solutions pour protéger leurs salariés, dans un contexte, on va dire, un peu compliqué où l'ensemble de nos clients ne trouvaient pas forcément de quoi protéger leurs salariés avec des masques jetables. Donc ça nous a permis de bosser très correctement au mois d'avril et au mois de mai finalement, en fournissant des masques lavables. Ce dont on peut se réjouir non seulement parce que ça a maintenu l'activité de la société, mais également parce que chaque masque lavable porté et utilisé réduit potentiellement le nombre de masques jetables qui sera dans la nature. Alors finalement, le masque devient, j'allais dire, presque un accessoire de mode maintenant. On va s'obliger à les porter, je pense, dans les lieux publics assez souvent, assez régulièrement, même je pense cet hiver. Est-ce que là aussi, vous pouvez apposer le logo d'une entreprise? Oui, donc, tout à fait. On a bien compris que pour vous, la pandémie, finalement, il y a eu peut-être 15 jours, 3 semaines de réadaptation, mais finalement, vous avez bien réussi à travailler au mois d'avril en fournissant ces masques manquants à la France, en fait. Tout à fait. Tout à fait, et il est vrai qu'il y a une initiative et un mouvement qui s'est levé en France pour fabriquer des masques. Et c'est purement et simplement spectaculaire. On ne peut que regretter que le tissu industriel textile n'ait pas été plus actif jusqu'à présent, mais ça a donné un coup de boost au tissu industriel français, et ça c'est assez génial. De notre côté, nous avons fait travailler des ateliers français, avec malheureusement des délais un peu importants. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup plus fait travailler le Portugal, avec des usines avec qui on est en contact depuis très longtemps, et avec beaucoup qui sont plus réactives finalement. Qui ont un tissu industriel intact, on va dire, et qui s'y sont mises en fait directement. Il n'y a pas eu à installer des machines en fait. C'était le problème donc de la France où on n'avait plus de machines, effectivement, on en a parlé à ce micro assez régulièrement. Alors si on veut acheter des masques ou faire des chemises ou des pantalons ou des vêtements personnalisés, comment fait-on pour vous contacter, Nicolas Wolf? Alors, soit on me contacte par un site internet qui est costume-carbone.pro, soit on trouve mon numéro de téléphone et on m'appelle, et en l'occurrence c'est ce que je préfère. Vous préférez le contact téléphonique finalement au réseau? Oui. En fait, je travaille énormément par le bouche à oreille, et je trouve qu'un sujet textile, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet qu'on n'explique pas dans une fiche contact sur un site internet. C'est un sujet qui est difficile à digitaliser, et
là où beaucoup de grosses agences de textiles et d'objets promotionnels ont des sites internet avec une offre très intéressante parce qu'elle est très importante, je préfère faire du sur-mesure et vraiment adapter l'offre aux demandes des clients. Alors ça c'est effectivement pour le tissu, en fait en principe on aime toucher. Est-ce que c'est ça aussi que le client demande ou pas? Ou c'est fini ce temps-là? Absolument, absolument. Et j'aime dire que je fais des prescriptions textiles à mes clients car je leur amène peu d'échantillons, mais des échantillons qu'ils ont plaisir à toucher. Et rien ne me fait plus plaisir que quand un prospect ou un client prend un polo en main en me disant « Ah bah oui, ben ça c'est un polo qui tient la route ». On n'a pas l'impression que ça va partir en biais après 3 lavages. Et bah, c'est vrai que le textile, c'est pas un sujet très très simple. Les gens sont un petit peu soucieux vis-à-vis du textile parce que on ne sait pas comment ça va vieillir. Donc, c'est vrai, vous avez raison. On a tous des t-shirts qu'on a lavés plein de fois et au bout de 2 lavages, boum, ils se mettent en biais. On peut plus les plier correctement. Et c'est vrai que c'est agaçant, mais on peut pas le savoir avant d'acheter. Nous, dans le grand public, on peut pas savoir avant d'acheter quelque chose. C'est difficile à savoir et c'est ce qui fait le plaisir et ce qui fait mon métier en fait, c'est que je me porte un petit peu garant de la qualité des produits que je propose. Alors Nicolas Wolf, il y a une autre particularité qu'on voit surtout aux États-Unis et puis un petit peu en Angleterre, qui est de ne pas repasser. Les vêtements sont traités, notamment les chemises pour hommes, parce qu'on sait très bien qu'un homme met 1 à 2 chemises par jour et qu'après il faut assurer au niveau repassage notamment. Est-ce que c'est la tendance française ou est-ce que le français, lui, finalement, ça ne le dérange pas de repasser? Quelles sont les demandes que vous font vos clients? J'aurais tendance à reformuler parce que c'est pas le français que ça dérange de repasser, mais plus les françaises, malheureusement, je dirais. Les femmes au foyer. Les femmes au foyer. Ou les femmes qui travaillent, elles font encore la corvée du repassage. Elles font encore souvent la corvée du repassage. Donc, ça existe, bien sûr, sur le marché. On peut proposer des chemises dans des tissus sans repassage. C'est une tendance qui va en augmentant. Bon, il faut savoir que les traitements de ces tissus ne sont pas tous équivalents. Donc certains tissus sans repassage vont fonctionner pour une paire de lavages, d'autres vont durer plus longtemps. C'est un coût supplémentaire. Quand on fait une fabrication sur mesure, on peut le proposer à nos clients. Ça fait augmenter un petit peu le prix de la chemise. Mais c'est vrai que c'est un confort incroyable de mettre une chemise sur un cintre en la sortant de la machine et de pouvoir l'enfiler dès qu'elle est sèche. Est-ce que c'est des traitements pour la peau qui ne sont pas, est-ce qu'ils sont pas embêtants d'avoir? C'est à ma connaissance assez inoffensif. Ça existe depuis très très longtemps. Maintenant, je vous cache pas que je suis pas suffisamment calé en dermatologie pour être absolument sûr que ça soit inoffensif pour tout le monde. On va, si vous voulez bien, Nicolas Wolf et Salim Boulech, faire une nouvelle promenade musicale et on revient dans quelques minutes avec vous. Vous êtes bien sur IDFM 98, Radio Anguin. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur? Ça va être ma prochaine question. Comment allez-vous vous développer? Comment vous envisagez le futur? Ça va être ma prochaine question. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que... Faut souhaiter que ça reparte. On souhaite. Souhaiter qu'on vende moins de masques, plus de chemises. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM. Je suis toujours en compagnie de Cécile Riac, députée du Val d'Oise, de Salim Boulech pour pabette.com et de Nicolas Wolf pour Costume Carbone et Écurie de Légende. Alors,
On a bien compris, donc, Nicolas Wolf, que finalement, vous avez mis 3 semaines pour vous réorganiser au niveau de la fabrication des vêtements et aller vers du masque. Donc, si on veut des masques, on peut commander, vous l'avez dit, sur votre site internet et on peut vous contacter. On peut même faire apposer son logo d'entreprise sur les masques si on le souhaite. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur? Est-ce que vous avez fait appel aux fonds garantis par l'État, aux prêts pour les TPE, puisque vous êtes une TPE? Oui, alors en l'occurrence, je n'ai pas fait appel au premier dispositif qui s'appelle le PGE. En revanche, j'ai fait une demande de prêt rebond à la BPI parce que ça me semble particulièrement important, même si la société a suivi son cours dans la période compliquée qu'on vient de traverser. Ça me semble important de pouvoir investir dans la reprise. Et donc j'ai fait une demande de prêt rebond. J'attends les réponses, mais après. Donc vous l'avez faite il y a combien de temps, cette demande de prêt? Je l'ai faite il y a 3 semaines. 3 semaines, et vous n'avez toujours pas la réponse, donc? Je n'ai pas encore la réponse. Donc combien de temps vous pensez il faut attendre? Est-ce que vous avez des indications de la part de la BPI? J'ai pas trop d'indications, et c'est un prêt pour lequel la BPI se met en relation avec notre cabinet d'expertise comptable, et je sais que des échanges ont eu lieu déjà entre la BPI et le cabinet, donc ça suit son cours. Ça suit son cours. Alors qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur? Comment pensez-vous l'avenir? Alors je suis un optimiste impénitent, donc je vois l'avenir positivement. J'espère simplement qu'on vende moins de masques, que l'activité puisse reprendre aussi normalement possible. Un mouvement sur le marché français s'est fait, j'en ai parlé tout à l'heure, vers plus de qualité dans le vêtement professionnel, et je dirais un deuxième mouvement se voit dans l'attention que les entreprises portent à leur image, et cette image passe également par l'habillement des collaborateurs. Et j'espère simplement que cette crise n'arrête pas ça en route, que cette attention des entreprises pour leur image et le vêtement professionnel continue à croître. Et voilà, ça nous donne l'occasion de faire de belles chemises pour vous. Finalement, c'est une bonne idée pour une entreprise, puisque le vêtement, c'est un bien de consommation indispensable, au même titre que la nourriture. Donc, en même temps, c'est participer à une économie pour les salariés. Donc, j'espère qu'elles vont vous entendre et qu'elles vont vous contacter. On va rappeler de nouveau votre site internet. Costume-carbone.pro. Voilà. Alors, on va passer la parole maintenant à Salim Boulech. Salim, vous avez fondé pabet.com. Vous avez fondé pabet.com il y a presque 2 ans maintenant. Comment vous est venue cette idée? Alors, Pabet est né d'une déconvenue personnelle. J'ai moi-même un chien, enfin une chienne, une femelle. Et un jour, en fait, j'étais contraint de passer par un professionnel pour la garde, parce que d'habitude, je fais partie de ces propriétaires en fait, qui sollicitent leur entourage pour la garde. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte effectivement que nos proches ne sont pas à notre disposition, et du coup, il fallait trouver une autre solution. Alors effectivement, je suis passé par un professionnel de la garde pour 3 semaines. Or, ça s'est malheureusement mal passé. En récupérant mon chien, il y a eu pas mal de plaies au niveau de sa peau, et sans avoir forcément d'explication. Et je me suis rendu compte que j'ai payé une fortune, et le service n'était pas à la hauteur. Donc des plaies sur la peau sur votre chien alors que vous l'aviez confié en garde pendant 3 semaines. Exactement. Donc en fait vous étiez parti en vacances, j'imagine. Tout à fait. Et donc c'est quoi? C'est des coups? Comment un chien peut se retrouver avec des plaies? Il me semblait que c'était des morsures, mais sincèrement j'ai pas eu d'informations, d'explications de la part du professionnel. Et par la suite, en fait, malheureusement, un chien, ça reste un vivant, donc il peut avoir des interactions avec des animaux. Mais malheureusement, le professionnel en question n'a pas joué cette carte de transparence. Et voilà, peut-être que pour des raisons financières, mais en tout cas, je n'ai pas eu d'explication sur ce sujet. Alors à l'époque, vous faisiez un autre métier puisque vous aviez peur. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Moi, à la base, je suis ingénieur en informatique de gestion. Donc, je travaille en tant qu'informaticien sur divers sujets, dans divers secteurs. Et du coup, ça vous a pas manqué? Je veux dire, votre métier, parce que c'est des métiers passionnants, donc j'imagine que quand on fait ce métier d'ingénieur informaticien, on a beaucoup de demandes, j'imagine qu'on est très sollicité. Tout à fait.
En fait, c'est vraiment différent. Bon, il y a cet aspect de la plateforme où il y a une partie assez technique, malgré que je n'ai pas tout fait moi seul. Mais c'est différent, effectivement. Ça a plus de sens, c'est plus humain, c'est centré sur le bien-être animal. C'est différent et ça reste assez utile quand même. Alors du coup, vous lancez cette plateforme pabet.com. Expliquez-nous le modèle économique et le modèle de développement et comment peut-on faire pour avoir quelqu'un qui nous garde nos chiens si on part en vacances ou si on doit s'absenter. Alors, la plateforme, elle est vraiment orientée bien-être animal que modèle économique. Je m'explique. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de faciliter la vie à tous les propriétaires des animaux en démocratisant les services de garde et les rendre accessibles à toutes les personnes, tous les amoureux des animaux et surtout celles qui ont des difficultés financières ou des personnes vulnérables. Parce qu'il faut le rappeler, en fait, en France, il y a plus de 60 millions d'animaux. Donc, en moyenne, un foyer sur deux a au moins un animal de compagnie. Et donc, forcément, tous les Français n'ont pas les moyens de solliciter en fait des prestations de professionnels. Donc, comment font-ils quand ils ont des difficultés ou des besoins pour faire garder leurs animaux? Et si c'est le cas, dans quel cas et dans quelles conditions ils les laissent? Donc, le but, c'est ça en fait, c'était de faciliter la vie à ces gens-là, de réduire le taux d'abandon, mais aussi en fait de lutter contre l'isolement social. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent, et on l'a vu même durant cette crise sanitaire, on aura l'occasion d'en parler, mais beaucoup de personnes se sont retrouvées seules, donc une présence d'un animal, elle était vraiment assez importante. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de la plateforme. Sinon, comment ça fonctionne? Elle fonctionne avec un système de crédit qu'on appelle chez nous des bébêtes. Et du coup, une bébête, elle permet de financer une journée de garde pour un animal. Elle coûte 2 €. Donc pour l'obtenir, il faut soit l'acheter, enfin la récupérer via la plateforme, soit en rendant service à la communauté, en gardant d'autres animaux et en contrepartie, on la récupère qu'on peut réutiliser. Donc en fait, on va sur la plateforme, en fait, il faut s'abonner, il faut s'inscrire pour voir les bénéfices. On ne peut pas voir ce que vous proposez directement, il faut d'abord s'inscrire. Alors, on explique le fonctionnement de la plateforme, mais effectivement, il faut s'inscrire. L'inscription, elle est gratuite. Quand on s'inscrit, on demande en fait à nos adhérents de nous communiquer des pièces justificatives. C'est une première au niveau des plateformes de mise en relation. Qu'est-ce que vous appelez des pièces justificatives quand on est propriétaire d'animaux? C'est plus orienté personne, c'est-à-dire sa carte d'identité et puis un justificatif de logement. L'objectif en fait c'est de sécuriser les échanges de garde et de donner un vrai cadre à la plateforme. Après cela, toute personne elle peut effectivement voir le nombre d'adhérents habitant près de chez elle qu'elle peut contacter effectivement par la suite. Ça, c'est une bonne idée finalement que de demander une sécurité par la carte d'identité et la justificative de domicile. Au moins, on est sûr qu'on ne confie pas son animal préféré à n'importe qui. Tout à fait. C'est vraiment, on va dire, à double tranchant. Si j'étais effectivement dans une dynamique purement financière, etc., c'est pénalisant parce que ça réduit le nombre d'adhérents. Or, vu qu'on... Justement, il y a des échanges et on parle d'un être vivant. Et pour moi, c'est vraiment la moindre des choses de sécuriser au minimum, on va dire, la plateforme. Oui, c'est-à-dire que ça nous sécurise sur le fait que, au moins, l'animal n'est pas volé, entre guillemets, ne sera pas volé. Mais par contre, ça ne nous sécurise pas trop sur le traitement de l'animal. Comment vous faites pour assurer la personne qui veut confier son animal à quelqu'un d'autre que, justement, ce qui vous est arrivé à vous ne va pas nous arriver à nous? Alors, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'il y a des commentaires qu'on peut laisser Tout à fait. Comment ça se passe? La première des choses, je fais un petit peu comme Nicolas, on privilégie vraiment les échanges téléphoniques. Pour le moment, on est assez petit, on commence à grandir, on est quasiment 7000 personnes en France et en Belgique. En 2 ans, 7000 adhérents finalement sur la plateforme. Exactement. Et donc, on essaie vraiment de maintenir ce lien avec nos adhérents, d'échanger avec eux par téléphone, etc., échanger et de déjà comprendre leur motivation, pourquoi ils optent pour Pabet, etc. Et donc, ça nous donne aussi des idées sur les attentes des gens, leur comportement, même si vraiment on ne peut pas sécuriser à 100%.
Et la deuxième chose, c'est effectivement les commentaires qu'on peut laisser, un système de notation, etc. Après chaque garde. Alors, donc vous avez dit, ça coûte 2 € finalement pour s'abonner à l'année, j'imagine. Est-ce qu'après, il y a d'autres choses à payer? Alors, c'est pas un abonnement, c'est vraiment 2 € en fait de garde par jour. Et pour animal. Et donc, par exemple, si je souhaiterais faire garder mon chien pour 3 jours, je dois détenir 3 bébêtes. Donc, soit les acheter, soit je garde un autre animal pour 3 jours, j'aurai 3 bébêtes que je peux réutiliser gratuitement et faire garder mon animal. D'accord, donc en fait finalement, soit on décide de payer sur la plateforme pabet.com, soit on décide de garder nous-mêmes un animal et en fait c'est un système d'échange. Alors est-ce qu'on peut aussi utiliser votre plateforme si on veut juste faire promener son chien par exemple? Oui, tout à fait, une promenade, même une visite par exemple si on a un chat, parce que les chats ils ont du mal quand même à changer de domicile, oui. Et dans ce cas-là, effectivement, une personne elle peut passer, d'où l'intérêt aussi de bien vérifier l'identité des personnes. Et, alors, Salim Boulèche, donc on sait bien que les animaux de compagnie, c'est majoritairement en France des chiens et des chats, mais il y en a d'autres, les nouveaux animaux de compagnie. Est-ce que là aussi, votre plateforme fait des propositions pour d'autres animaux? Est-ce que vous avez des demandes pour des animaux spécifiques? Il y a un peu de tout. Récemment, j'ai vu une demande plutôt de visite pour nourrir des chèvres, etc. Oui, enfin, il y a vraiment de tout. Et ça reste intéressant de découvrir. Bon, effectivement, il y a des furets, il y a des lapins. On voit arriver les furets, donc les lapins, maintenant les chèvres, vous dites? Oui, c'est ça, des chèvres. J'ai eu un cas, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres animaux comme ça spectaculaires, des perroquets, des serpents Les serpents, j'en ai pas encore vu. Mais effectivement, des oiseaux, des perroquets, etc. Alors, vous dites, Salim Boulèche, qu'avec pabet.com, vous avez pu sauver pendant ces 2 mois 430 animaux. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, même plus aujourd'hui. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est mobilisé en fait, dès l'apparition des premiers abandons liés au Covid. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que beaucoup de personnes sont angoissées, ils ont peur d'attraper le virus via leurs animaux. Or, c'est faux. L'animal ne peut ni contracter, ni transmettre. Effectivement, il peut être comme un support enfin, qui porte le virus, mais il ne peut absolument pas tomber malade, etc. Et donc, les gens, au départ, il y a eu une crise de panique. Et enfin, je ne vais pas dire beaucoup de personnes, mais il y a eu quand même quelques abandons. On a observé ça via quelques informations relayées par des associations avec lesquelles on travaille. Et là, on a rendu notre plateforme 100% gratuite. C'est-à-dire, enfin, l'objectif, c'était vraiment de sauver ces animaux, sachant que les refuges, enfin, ils étaient fermés au départ, ils pouvaient pas, enfin, ils accueillaient des animaux, mais c'était vraiment très compliqué, ils étaient assez surchargés. Donc, c'est là où on avait un rôle à jouer. On a rendu la plateforme gratuite pour justement sauver ces animaux. Et après, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait d'autres misères, notamment des personnes... on va dire d'un certain âge, vivant seuls avec leurs animaux, ils étaient aussi angoissés du fait de se faire hospitaliser et laisser leur animal abandonné à son propre sort. Donc il y avait effectivement beaucoup de cas, donc on a commencé à recenser toutes les personnes vivant seules ou vulnérables à travers la France pour au moins obtenir, on va dire, une liste en fait, des personnes qu'on contactait assez régulièrement pour avoir des nouvelles. Et puis voilà, et donc effectivement, il y a eu même plus de 430 animaux sauvés et gardés et promenés. Est-ce que donc vous avez travaillé avec la SPA par exemple pour pouvoir faire ce type d'action? Quand vous dites sauver les animaux, comment vous avez fait? C'est d'autres personnes qui les ont récupérés, qui sont venues au secours des personnes isolées? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai qu'on s'est approché de la SPA, mais malheureusement, je ne sais pas si on était petit pour la SPA ou pas. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais donc on a décidé de contacter vraiment les refuges partenaires et faire une campagne de communication sur Facebook. Et là, effectivement, tout à l'heure même, Madame la députée, elle parlait de solidarité, et ça, on l'a vécu aussi. On a créé vraiment, relancé un incroyable élan de solidarité autour de Pabet. Et on a été rejoint par des milliers de personnes, justement, celles qui voulaient apporter ce coup de main, et même des personnes seules, on va dire qu'elles s'ennuyaient, etc., d'avoir un petit animal durant cette crise. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des animaux, enfin, est-ce que vous récupérez également des gens qui veulent donner leurs animaux?
Alors là, non, ça reste vraiment le travail des associations. Nous, ce qu'on souhaite, c'est justement éviter ça. Et par exemple, si on passe par une période assez complexe, etc., on peut effectivement intervenir avec la communauté, donner un coup de main. Et là, on l'a vu effectivement avec une personne qui souhaite partir en Afrique pour une durée de 2 ans. Et elle a 3 chats, donc on a réussi au moins à placer 2. Donc voilà, ça a permis d'éviter un abandon et que la personne puisse... Alors Salim Boulech, vous nous l'avez bien dit, donc avant de fonder pabet.com, vous étiez ingénieur informaticien. Est-ce que vous arrivez à en vivre de pabet.com ou est-ce que finalement ça reste une plateforme connexe au métier que vous faisiez avant et vous continuez quand même à travailler un peu encore en tant qu'ingénieur de développement informatique? Alors, Pabet, c'est vrai, en fait, aujourd'hui, elle est effectivement à perte. Il n'y a pas des vraies rentrées d'argent, on va dire, mis à part les rentrées liées au Pabet. Mais effectivement, elle est financée avec mes propres fonds. Parfois, effectivement, je suis amené à faire quelques prestations en informatique, mais là, j'essaie vraiment de me concentrer à 100% sur la plateforme. Là, surtout, suite à cette crise, on travaille vraiment 7 jours sur 7. Il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de cas à traiter, etc. Vous travaillez seul ou bien vous avez monté une équipe de bénévoles ou J'ai envie de dire qu'on est 7000 personnes. Parce qu'effectivement, on travaille avec nos adhérents et s'ils n'étaient pas là, forcément, Pabet n'a aucun sens. Effectivement, l'idée elle est belle, etc. Mais sans nos adhérents, on ne peut absolument rien faire. Donc vous espérez développer un modèle économique de pabet.com finalement? Je pense qu'à moyen terme, long terme, avec tout ce système de crédit, ça peut être intéressant. Mais il faut être grand, il faut avoir, on va dire, des centaines de milliers de personnes. Donc voilà, pour le moment, on n'est vraiment pas pressé. On grandit doucement, mais sûrement, on va dire. Mais donc, vous continuez à faire du développement informatique, donc votre métier, vous pouvez le continuer à côté finalement. Tout à fait. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous cette plateforme pabet.com parce que c'est une excellente idée, je trouve. Moi-même, j'ai deux chiens. On cherche, c'est vrai qu'on cherche que parfois des gens pour nous aider. Et franchement, on n'a pas toujours confiance, donc on a du mal à confier ses animaux préférés. On préfère ne pas partir plutôt que de confier nos animaux. Voilà. On va tout de suite, non pas faire une pause musicale en musique, mais écouter la chronique de Pascal Boniface sur cette crise Covid et ce qu'il en pense. Pascal Boniface de l'IRIS. Non, mais j'ai fait mes études après en gain. Parmi les multiples leçons que nous allons devoir tirer de cette crise du coronavirus, il y a certainement pour le monde occidental une leçon de modestie. Nous pensions que ce type de pandémie ne pouvait survenir qu'en Afrique ou en Asie, mais que nous étions à l'abri, que notre système de santé, notre richesse nous préservait de cela et que, au départ, on a regardé d'un œil un peu condescendant la façon dont la Chine devait faire face et on pensait qu'il y avait en Chine une part de modernisme, une part d'arriération qui expliquait cela. Ce que l'on a vu, c'est que notre propre système de santé, pourtant performant, a été débordé et qu'on a même été jusqu'à créer des fosses communes à New York. Et donc effectivement, le monde entier a vu de façon sidérée que les Occidentaux n'étaient pas à l'abri et nous avons nous-mêmes pris conscience de cette fragilité. Cette crise illustre de façon éclatante que le monde occidental a perdu déjà depuis quelque temps le monopole de la puissance qui a été le sien pendant 5 siècles. Pendant 5 siècles, les Occidentaux ont pu fixer les règles, fixer l'agenda international et ont été habitués à ce que les autres les suivent, leur obéissent et suivent leur point de vue parce qu'ils n'étaient même pas supposés en avoir. Nous avons tendance à penser que nous sommes toujours au centre du monde. Nous en sommes seulement une partie. Nous confondons trop souvent communauté occidentale et communauté internationale, en pensant qu'à partir du moment où nous, occidentaux, avons décidé quelque chose, eh bien, les autres n'ont qu'à suivre. Nous pensons trop souvent que nos valeurs sont supérieures aux autres alors qu'elles peuvent être différentes et que si nous voulons les imposer par l'injonction, par la contrainte, eh bien, nous allons une fois encore au-devant de graves désillusions. Nous avons trop tendance à penser que le point de vue de l'autre ne compte pas et que lorsqu'on s'oppose à nous, on ne s'oppose pas à nos intérêts nationaux, mais aux valeurs universelles que nous sommes supposés à la fois représenter et promouvoir. On surestime très souvent la cohérence
de notre propre point de vue, et on sous-estime aussi très souvent le fait que cette incohérence est très souvent perçue dans le monde extérieur. Nous devons donc accepter que les non-occidentaux n'ont pas le même point de vue que nous et que ce n'est pas forcément parce qu'ils sont moins vertueux ou moins intelligents ou moins développés que nous, c'est qu'ils n'ont pas la même ADN stratégique, qu'ils ont développé des points de vue différents et que le fait de prendre en compte le leur ne veut pas dire forcément céder ou renoncer à ce que nous sommes, mais veut dire essayer d'avancer vers des solutions communes et non plus dans un monde où nous imposerions encore aux autres nos propres solutions. Surtout que cette crise, une fois encore, a révélé nos faiblesses, a révélé que notre système n'était pas au-dessus de toute critique et que finalement, à vouloir toujours faire la leçon aux autres, à prendre les autres de haut, eh bien, on contribue un petit peu à notre propre affaiblissement parce que cela est de moins en moins accepté et de mieux en mieux compris par les autres qui sont de moins en moins susceptibles de tomber dans ce panneau. Il faut donc désoccidentaliser notre point de vue. Cela ne veut pas dire renoncer à ce que nous sommes, bien au contraire. Et je pense en fait que les occidentalistes, ceux qui pensent que nous sommes supérieurs aux autres, affaiblissent en réalité le camp occidental, comme ils l'ont fait en déclenchant la guerre d'Irak en 2003, et toujours en pensant que leurs valeurs sont supérieures aux autres. Mais il faut que l'on commence à comprendre que les autres existent. Et si nous ne le faisons pas, nous allons approfondir notre affaiblissement relatif. Prendre le point de vue des autres en compte n'est pas forcément leur céder, n'est pas forcément, c'est juste partir des réalités. Et le déni n'a jamais modifié les réalités. Nous sommes dans un monde où les Occidentaux ne sont plus l'ensemble du monde. Si nous ne le comprenons pas, si nous ne faisons pas la place aux autres, si nous ne comprenons pas que les solutions, aussi bien à la crise du coronavirus qu'à tout l'ensemble des défis qui nous sont posés, ne pourra venir que de solutions multilatérales où les non-occidentaux ont également leur mot à dire, eh bien, nous ne sortirons pas. Voilà, merci beaucoup Pascal Boniface. Je rappelle qu'il est directeur d'Eliris, l'Institut des relations internationales et stratégiques, basé à Paris, avec qui donc nous passons régulièrement ces interviews d'hommes politiques ou bien qui ont des fonctions très importantes au niveau international. En tout cas, cette émission s'achève. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve bien sûr dès demain. Ciao, ciao et portez-vous bien surtout.